Bonjour! Aujourd'hui, le gi, c'est plus qu'un costume. Aujourd'hui, on va parler d'uniforme, le keiko-gi. Keiko, c'est le nom générique puisque keiko veut dire entraînement. On revêt un judo-gi si on fait du judo, un karaté-gi si on fait du karaté, un kendo-gi si on fait du kendo, etc. Le mot uniforme le dit, être habillé de la même façon. Être habillé de la même façon, ça démontre l'appartenance à un groupe. Il y a une fierté qui vient avec le port de l'uniforme. Essayez donc de porter un uniforme de l'armée américaine un 4 juillet aux États-Unis. Vous allez vous faire ramasser. Ça ne sera pas bien long. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez ce type de vidéo-là, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air. N'oubliez pas non plus d'activer la clochette. On sort pour recevoir les notifications. On sort une vidéo aux 15 jours à partir de janvier. Et partagez ces vidéos-là avec vos amis dans votre dojo et surtout abonnez-vous à Martial Manvaux. Dans le port d'un gi, certaines valeurs dont la modestie doit transcender. Les uniformes modernes, de plus en plus, ça ressemble à des costumes de coureurs automobiles. Je sais bien que le sponsoring exige, mais en compétition... Ben, en fait, disons que la FIG a réglementé cet aspect-là et c'est devenu de plus raisonnable. Mais on parle de judo, on ne parle pas de karaté ou ailleurs. En fait, les pires gi, les gi les plus extravagants, ce sont les gi sans aucun doute, ce sont les gi de karaté. Mais je dois dire aussi qu'il y a certains gi de BJJ, de jiu-jitsu brésilien, qui ça commence à être un petit peu... Ça commence à être un petit peu exagéré. En karaté, il y a une autre chose, c'est qu'il y a la coupe de certaines vestes font un bruit de claquement lorsqu'on donne un coup de poing, pour souligner, comme en quelque sorte, la supposée force d'impact. Mais ça, mes amis, c'est une autre forme de tricherie qui a pour but de flatter l'ego plus que de révéler la puissance d'un supposé impact. Mais si on revenait à la source, les premiers qui ont dû porter des keiko-gi au temps des samouraïs, on a tort de penser que les samouraïs passaient beaucoup de temps à l'entraînement des techniques de combat corps à corps. C'est pas ça qu'ils faisaient. En fait, ils passaient beaucoup plus de temps à la pratique de leurs armes, c'est-à-dire ce qui leur permettait de survivre en combat. Ça, puis leur arme, mais habituellement, c'était le katana ou encore les archers qui faisaient du kyudo. En fait, c'est la kyujutsu ou de la lance, la halabarde, la naginata. Ils faisaient du corps à corps uniquement lorsqu'ils avaient perdu leur sabre au combat ou leur arme favorite, et ou encore qui étaient dans des endroits exigus, comme dans des maisons. Dans des maisons, lorsque tu pénétrais chez quelqu'un, tu n'avais pas le droit de porter ton katana. Fait que là, à ce moment-là, ils se désarmaient. Fait que là, il y avait plus de corps à corps. Mais lorsqu'ils s'entraînaient aux diverses formes de combat, corps à corps, yawara, jujutsu, ils étaient en shitagi. Shitagi. Shita, ça veut dire en dessous, soit des espèces de sous-vêtements. La veste, par exemple, c'est une veste qui est portée en dessous du haori. Le haori, c'est la veste foncée, comme on voit sur les photos officielles de Maître Kano, de Maître Funakoshi ou de Ueshiba. Ils ont leur haori, ça c'est comme un veston, si on veut. Sous le veston, il y a une veste qui est beaucoup plus courte. Dans plusieurs styles de combat corps à corps, les pratiquants gardaient le hakama, notamment en Tenshin Shinyo, puis plusieurs formes d'aiki jujutsu. Le port du hakama a été abandonné par les styles qui faisaient du newaza, du combat au sol. Pour des raisons pratiques, c'est très encombrant un hakama. L'uniforme de jujutsu du temps de Kano est très différent de celui des judogi modernes. J'ai vu au Kodokan la veste qu'on appelle uwagi de Maître Kano. Les manches étaient très très courtes, comme vous pouvez le constater sur la photo. Quant aux pantalons, disons qu'ils s'apparentaient à des bermudas, c'est-à-dire qu'ils étaient très courts en haut du genou. Ils arrêtaient en haut du genou, en fait. Ce type d'uniforme favorisait la prise de contact qui était très très proche de la lutte. C'est un kumikata qui était très proche de la lutte. Puis c'est d'ailleurs illustré dans le Nagino-kata du judo. En fait, lorsqu'on prend la position Jigotai, ça favorisait également des mouvements comme Ukigoshi, Tsurigoshi, Ogoshi et certains sutemi, Yoko Otoshi ou Kiwaza. Un facteur qui a contribué, c'est les tatamis. Les tatamis de l'époque étaient en paille de riz tressée. C'était extrêmement rugueux et
ça causait des ecchymoses aux genoux et aux coudes. C'est pour cette raison-là que dans les années 20, les manches et les pantalons ont été rallongés. Les pantalons, on appelle ça zubon. Ils ont été allongés. Les modifications ont aussi servi beaucoup plus tard, vous allez me dire, à tricher en compétition. On a raccourci et rétréci les manches, épaissi les revers, raccourci la jupe de la veste. Ça s'est fait dans les années 80. Rétrécir puis raccourcir les manches, bien, ça empêchait les combattants de bien contrôler le kumikata. On était capable de se dégager. Épaissir les revers, ça empêchait d'étrangler. On n'était pas capable d'étrangler. Raccourcir le bas de la veste, ça permettait, juste avec un coup de la main, de sortir la veste de la ceinture puis de provoquer ce qu'on appelle en judo un maté, provoquer un arrêt des combats. Les combattants avaient le temps de se reposer. Ce sont des formes de tricherie. Je dois dire que de nos jours, c'est autour du jiu-jitsu brésilien d'utiliser ces stratagèmes-là. On peut se questionner sur les bienfaits de ces particularités-là, surtout à l'entraînement. Puis sur le plan éthique, empêcher un partenaire de travailler en modifiant son costume, on ne peut pas dire que c'est impressionnant. Il y a maintenant des judogi de couleur, des keikogi de couleur. Ça a toujours existé en karaté. Mais en judo, dès 1971, Anton Gesink poussait l'idée des judogi de couleur pour rendre le sport plus attrayant, pour qu'il soit plus facile à arbitrer. Ça, c'est une bonne idée pour le sport, mais dans un dojo traditionnel, le port du judogi blanc est recommandé. Au Kodokan, il n'est pas recommandé, il est obligatoire. Et dans mon dojo, là, au Fujiyama Dojo, dans mon dojo, le port du judogi bleu est toléré, mais l'élève doit avoir un judogi blanc et il faut que son blanc soit au lavage. Dans mon dojo, toujours en Kosen Judo, les judogi de BJJ et de couleur sont permis. On voit parfois des 6e dan avec des judogi bleus et une ceinture rouge et blanche. Disons que c'est très très discutable sur le plan de la tradition. Ça se fait pas sur un plan de la tradition. Enfin, ils le font. Qui suis-je pour les critiquer, hein? Mais il y a une règle, cependant, qui est universelle. Le keikogi doit être propre, bien entretenu et surtout sans odeur. Une autre partie de l'équipement, évidemment, ce sont les ceintures. Les ceintures de couleur dans les arts martiaux sont issues du judo, tout comme les systèmes de dan qui ont été créés par Kano en 1882. Les autres arts martiaux se sont inspirés du judo et ont créé des systèmes quelquefois identiques, quelquefois un petit peu différents. Mais ça se ressemble beaucoup. On attribue à tort l'invention des ceintures de couleur à Kawaishi. On pense que c'est lui, mais c'est pas lui. Kawaishi s'entraînait, avant de s'entraîner en France, avant d'aller en France, il était à Londres. C'est parce que c'est Kenji Koizumi qui les a introduits dans son dojo, le Budokwai, en 1915-1920, autour de ces années-là. Et lui, Koizumi, s'était inspiré des boules de billard. On peut dire que Kawaishi les a repris, puis qu'il a peaufiné l'idée, en précisant que plus la ceinture était foncée, plus la connaissance était grande. C'est resté comme ça de nombreuses années. Puis en 1989, c'est là que la Fédération française de judo a instauré le système des ceintures bicolores. On fait ça dans le but de permettre à des enfants qui, habituellement en Europe, commencent assez tôt, vers 6-7 ans, de passer une ceinture par année. Et de cette façon-là, il y avait une motivation qui était continuelle et leur permettre d'obtenir la ceinture noire à environ 15 ans. Toujours au sujet des ceintures noires, plusieurs ceintures noires portent des barrettes qui correspondent au nombre de dan du propriétaire. Disons qu'il n'y a pas de règle fixe là-dessus. En judo, il y en a des gens qui les portent, il y en a qui ne les portent pas. En karaté, c'est un petit peu la même chose. En aikido et en aikido, la ceinture est souvent cachée par le hakama, fait que la question n'est pas là. Par contre, ça semble être la règle générale en jiu-jitsu brésilien. On a parlé tout à l'heure du hakama. Je vais vous revenir sur le hakama parce que le hakama a une signification un petit peu spéciale dans les arts martiaux. Alors, on va faire une vidéo spécifiquement là-dessus. Bien, c'est ce que j'avais à vous dire sur le keikogi, les différents keikogi. Si vous avez aimé, je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas le pouce, activez les clochettes, partagez et surtout abonnez-vous. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'aller au dojo 2 ou 3 fois encore cette semaine. C'est plus important que de regarder des vidéos, même les miens. Faites attention à vous et à la prochaine.